Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Coésie FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision et sur Facebook également. Évidemment, c'est dans l'actualité, l'inquiétude, elle est là, on va essayer d'en savoir plus sur cet essaim sismique. On a avec nous Frédéric Tronel. Frédéric, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous si tôt. Frédéric Tronel, est-ce qu'aujourd'hui on en sait plus sur ce qui se passe au fond de l'eau, à 50 km de chez nous? On peut lire ici et là qu'il y aurait une faille, on aurait des dimensions. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui se passe au fond? Alors aujourd'hui, avec certitude, on sait qu'on a un phénomène tectonique. A priori, ce phénomène tectonique est lié à une faille, qui est une faille en décrochement, qui ferait une dizaine de kilomètres de long, donc et qui joue, qui rejoue et qui libère de l'énergie régulièrement sous forme de séisme. Ouais. Donc aujourd'hui, tout le monde a pu constater que les séismes sont denses là depuis hier soir. On a eu certaines quantités cette nuit avec des magnitudes, je dirais ordinaires. On dit ordinaire, c'est entre guillemets, mais entre 4,1 et 4,8. Oui. On en a eu un hier qui a dépassé la barre des 5. Hein. Alors hier matin, on a eu effectivement un séisme qui a été identifié à 5,3, 5,4. Qui ont fait le troisième ou le quatrième, qui était le plus important depuis le début de la crise au 10 mai. Alors, une faille de 10 km de long, potentielle, à 10 km de profondeur, est-ce qu'aujourd'hui, nos technologies, nos techniques savent aller à 10 km et pour... pas plonger, mais envoyer des trucs, des robots, j'en sais rien, qui peuvent descendre à 10 km. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie existante le permet? Alors aujourd'hui, il va falloir classifier un petit peu nos interventions. Aujourd'hui, ce qui va être mis, je pense, en place dans un premier temps, c'est de regrouper la communauté scientifique. Le BRGM déjà se rapproche d'autres organismes comme l'Institut physique du globe et les différents observatoires qu'il y a sur l'océan Indien, au Karthala, à La Réunion. Aujourd'hui, c'est réunir toutes les données qui existent déjà sur cette zone. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a certainement. Aujourd'hui, il y a des universitaires qui ont travaillé. Donc, c'est regrouper un peu toutes ces données et en fonction de ces données, essayer de bâtir un plan d'investigation. Alors, on est en milieu sous-marin, c'est compliqué, c'est financièrement très lourd, ça demande des moyens lourds. Faut identifier les moyens d'investigation qui nous permettent d'avoir des données, qui permettent de vérifier, de contrôler des hypothèses, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hypothèses qui courent. Est-ce qu'il y a des remontées magmatiques, des circulations de fluides? Possible, on n'est pas certain, mais c'est possible. Qui peuvent être liées effectivement à cette fracturation, parce que là la fracturation c'est quand même le séisme. On a bien des caractéristiques de failles qui bougent. Donc après il peut y avoir d'autres phénomènes qui sont liés. À quel endroit exactement, sous quelle forme? Est-ce que ça peut être lié à d'autres événements un peu plus loin, un peu plus proches, voilà. Alors on nous dit aussi que, je sais, on est dans l'expectative et peut-être dans la fiction, mais on nous explique au plus haut niveau de l'État qu'il y a des scientifiques, en tout cas il y a une équipe qui devrait arriver sous peu sur Mayotte. Est-ce que vous en savez plus sur cette équipe? Alors moi, ce que je sais sur cette équipe aujourd'hui, c'est que c'est une mission d'appui à situation de crise là, qui a été mobilisée avec des intervenants qui seront issus d'experts, qui seront issus de la Direction Générale de la Prévention des Risques, la DGPR, c'est le ministère de Transition écologique, un expert de la Sécurité civile, donc ministère de l'Intérieur, et je pense qu'il y aura une personne également du BRGM qui aura, lui, une dimension, je dirais, plus transverse sur les risques et la gestion de crise. Aujourd'hui, les scientifiques, sans être péjoratifs, ils vont rester devant l'ordinateur, ils vont traiter les données. Aujourd'hui, les données, on en a un peu plus parce qu'on s'est rapproché de l'observatoire du Karthala pour avoir les données des appareils qu'ils ont autour du volcan. Donc aujourd'hui, voilà, ce serait plus une dimension, à ma connaissance, de prévention des risques, d'identifier l'adaptation des structures locales aux risques, d'identifier les systèmes d'alerte, de vérifier si il y a des besoins en termes de communication ou autre sur l'île. Voilà. Bon. Alors, du côté de la Réunion, là aussi, ça se prépare au cas où, être prêt au cas où il se passerait quelque chose, avec des ponts aériens qui ont été imaginés, des transals qui pourraient se poser sur la piste de Mayotte, des transferts également par bateau. Qu'est-ce qui fait qu'on a basculé dans cette notion sécuritaire?
Jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas de tout ça. On disait, bon, c'est des séismes, d'accord, il n'y a rien de bien méchant. Et là, maintenant, on commence à se préparer au cas où il se passerait quelque chose. Pourquoi? Alors, je suis peut-être pas la personne la mieux placée Ouais. pour parler de ce sujet-là, mais je pense qu'en préfecture, je pense qu'au niveau des autorités, on est obligé de penser à une crise un peu plus importante et de s'organiser en termes de logistique, de pas arriver au dernier moment complètement dépourvu. Aujourd'hui, on a besoin de prévoir les lieux d'implantation, de prévoir qui doit venir, qui est identifié pour faire le travail. Donc aujourd'hui, c'est normal, c'est de la prévention, c'est de l'organisation. Et en termes de logistique, c'est important, voilà, que de ne pas être démuni le moment venu, de pouvoir être le plus efficace possible. Donc, imaginer tout ce qui est nécessaire en cas de crise, l'organisation des services de soins, des services de sécurité. Et voilà, bon, après. Oui, forcément. Frédéric, on sait, on va pas le répéter, qu'il est impossible aujourd'hui de prévoir ce qui va se passer demain. C'est pas de la météo, on est bien d'accord, ça on l'a tous bien compris. Mais la question elle est simple, si on ne peut pas prévoir quelle certitude ou garantie on a que on ne va pas vivre un séisme de magnitude supérieure à 6. Alors je vais me répéter, mais Ouais. je crois qu'il faut se répéter. Aujourd'hui, Ouais. l'événement qu'on subit montre des séismes avec une magnitude qui est toujours dans la même fourchette, toujours avec un maximum de 5,8. Mais voilà, on a un essaim qui est homogène. Donc aujourd'hui, on ne peut rien exclure. Mais je dirais qu'on est dans des phénomènes, peut-être qu'il faut s'habituer un petit peu. Je pense que les gens commencent à s'habituer, commencent à avoir leurs repères en termes d'échelle de vibration. Voilà, aujourd'hui, on ne peut rien exclure, mais moi j'aurais tendance à rassurer les gens. Aujourd'hui, on est toujours dans ces mêmes magnitudes. Et, bon, La barre du 6 vous fait peur? Cette notion 6? Ce chiffre 6, vous en faites des cauchemars la nuit? Non, mais 6, 6, 5, 7, 8, 9, je dirais oui, ça peut faire peur. Ouais, 6, pas encore, mais voilà, on est en dessous de 6. ouais. Il faut dire, on est en dessous de 6, il y a des régions qui sont bien plus impactées par les séismes. Donc aujourd'hui, il faut envisager effectivement cette problématique, mais voilà, faut rester serein. Un séisme unique, seul, on ne parle pas des saints, un séisme unique peut faire un certain nombre de dégâts, mais ce même séisme qui fait suite à une multitude de petits séismes, du 4, du début de 5, est-ce que ça peut être plus dangereux qu'un séisme sec? Forcément, ça fragilise un peu. Forcément, s'il y a des bâtiments c'est- qui ont été fragilisés pour diverses raisons, Ouais. parce qu'ils n'étaient pas conformes aux normes, parce que c'était l'autoconstruction, parce qu'ils ne respectaient pas toutes les normes, effectivement, un séisme supplémentaire va entraîner des dégâts supplémentaires. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Frédéric. Oui, alors, comme le disait Patrick, on a eu une série de séismes, plus de 700 secousses sensibles ou pas. Mais hier, on a eu un 5,4 et je l'ai vu de mes propres yeux, j'étais à Kaweni. Il y a eu d'autres secousses après qui étaient bien moins importantes et on a commencé à voir des morceaux de toiture tomber, des trucs qui tombent. Est-ce que, au fur et à mesure du temps, nos bâtiments, malgré les petites secousses, ne sont pas... C'est la répétition des secousses. C'est ça, quoi. fragilisés, tellement secoués que... Là, faudrait vous rapprocher d'experts bâtiments, effectivement, sur des problématiques, je dirais mécaniques, de type fatigue des matériaux, fatigue des fers, fatigue des crépis. Alors, moi, j'ai eu écho aussi de crépis qui sont tombés, mais parce que les fers étaient à proximité de la surface. Enfin, il y avait toujours derrière Des malfaçons. une malfaçon ou un défaut. Un défaut, peut-être pas forcément malfaçon, c'est exagéré, mais voilà. Après, quelques tuiles qui tombent, elles étaient déjà peut-être un petit peu Fatiguées. Mais effectivement, mais c'est des dégâts très très légers. Alors, revenons sur cette faille, puisque a priori maintenant on commence à en être certain, même si on n'en connaît pas les tenants et les aboutissants, mais grosso modo, il semblerait bien que ce soit une faille. Une faille, c'est quoi? C'est bien deux plaques qui s'écartent?
Ça peut être deux plaques qui s'écartent ou c'est une plaque qui est cassée, hein, qui est cassée avec des failles. Vous en avez partout en métropole. Donc mais quand il y a une faille, l'eau, cette faille absorbe une quantité d'eau importante. Et donc à un moment donné, elle ressort cette eau. Et est-ce que, alors je sais que le mot, c'est presque un gros mot, qu'il faut pas dire ce mot-là, mais ça porte un nom. Quand un rejet d'eau repart et génère une vague, ça s'appelle un tsunami. Est-ce qu'il y a un risque de tsunami à Mayotte? Alors là, vous avez schématisé un peu le schéma de la faille. La faille ouverte comme ça, c'est très rare. On voit ça peut-être sur le rift est africain. Oui. Aujourd'hui, une faille, c'est vraiment deux morceaux de roche qui sont l'un contre l'autre, qui frottent, qui éventuellement s'écartent, mais la nature n'aime pas le vide, donc c'est rempli de matériaux, broyés, de sédiments. Il n'y a pas de grosses infiltrations. Les mouvements qui génèrent des séismes sont quand même des petits mouvements. Hein. C'est vraiment des forces qui s'exercent et puis d'un seul coup ça arrive. C'est pas le déplacement de quelques mètres qu'on peut voir, qu'on peut schématiser, quoi. Donc le risque de séisme, le risque de tsunami est au niveau 0 à Mayotte? Aujourd'hui, avec des magnitudes inférieures à 6,5, hein, on n'a pas de risque de tsunami. Donc, en revanche, si effectivement on dépasse les 6,5, ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans le passé ailleurs. Ça dépend aussi ce qu'on appelle du mécanisme au foyer, parce que pour l'instant... Ça veut dire quoi, mécanisme au foyer? C'est-à-dire c'est le mécanisme, le fonctionnement de cette faille. Aujourd'hui, si on a une faille qui coulisse, on n'a pas de mouvement de volume, on n'a pas de déplacement du volume d'eau. Si c'est une faille qui décroche, ce qu'on appelle une faille normale ou une faille inverse, effectivement, on va avoir des volumes d'eau qui vont être mis en jeu. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Non, Dieu merci. Mais on ne l'écarte pas puisqu'on ne le sait pas. C'est ça? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il n'y a pas de... On n'écarte rien. On n'écarte rien, mais voilà, c'est absolument... Et dans ces cellules de crise... Aujourd'hui, on va l'écarter, hein, parce qu'il faut remonter quand même à des magnitudes élevées pour commencer à avoir des phénomènes de tsunami. Et dans ces cellules de crise qui s'organisent, on imagine ce scénario de la vague du tsunami? Oui, effectivement, c'est pris en considération. Effectivement, sur un plus gros séisme, on peut peut-être avoir aussi des phénomènes de mouvement de terrain liés au séisme qui entraînent effectivement une vague un peu plus importante, hein, un glissement sous-marin ou autre. Quoi. Ça, mais on a une chance, c'est qu'on a une barrière de corail. On a une barrière de corail qui nous protégerait en partie de cette vague. Qui protège en partie et qui atténue considérablement la houle, quoi. Samuel. Moi, je reviens sur l'étude dont je fais écho aujourd'hui dans France Mayotte. C'est l'étude Batimaille de 2004 qui avait été commandée par le BRGM puis le service des pêches à l'époque. Où on a fait de l'imagerie multifaisceau. Je suis pas un expert, absolument pas. Je me souviens, j'étais allé sur le Marion Dufresne. J'avais visité ce bateau et cette étude est particulièrement bien faite et elle parle justement de zones d'effondrement possibles, mais des effondrements colossaux. C'est-à-dire que Mayotte, c'est un énorme volcan avec un pied d'une centaine de kilomètres de circonférence et que il peut y avoir des sorties magmatiques sur les côtés, sur les pentes, avec des effondrements colossaux. Et sorties magmatiques, c'est du volcan en fait. Hein, c'est ça, c'est de l'éruption volcanique. Est-ce que c'est pas ça, cette faille quelque part aussi? Mayotte, l'île de Mayotte est un édifice volcanique. C'est ça. En soi, qui est éteint. Donc on peut supposer que tous les petits édifices et tous les petits cônes éruptifs qu'il y a sous l'eau sont éteints aussi. Hein. C'est le même système. Bien sûr. Après, est-ce que localement on a des circulations, mais peut-être en profondeur aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément quelque chose qui ressurgit au fond des océans. On peut pas l'écarter, mais aujourd'hui, voilà, le fait qu'il y ait des vestiges de volcans sous l'eau, ça n'a rien d'extraordinaire. On est sur un édifice volcanique. Le Benara, le Chungui sont d'anciens volcans. Hein, donc, alors, j'ai une autre question, si vous me permettez, Patrick. Il y a quelques jours, je vais tous les jours, pour tout vous dire, sur le site France Diplomatie. Et c'était en avril, je crois. Il était signalé aux voyageurs qui se rendaient aux Comores qu'il y avait des tremblements et des mouvements au Kartala, qu'il fallait donc être vigilant. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui ? Alors le volcanisme est toujours instrumenté sur son pourtour justement de mesures sismiques parce que les séismes permettent de prévoir les éruptions. Mais il n'y a rien qui prévoit les séismes.
Ah oui. Voilà, d'accord. Voilà, c'est un instrument qui permet d'anticiper éventuellement des éruptions. Alors, je suis pas spécialiste, mais ça permet aussi d'anticiper en se disant, hop, il y a une activité sismique qui est de plus en plus élevée, on risque d'avoir une éruption. Aujourd'hui, si vous regardez les réseaux internationaux, à Hawaï, il y a un séisme toutes les minutes. Ouais. Mais c'est lié à la lave qui se déverse et qui remonte, donc avec des magnitudes peu élevées d'ailleurs. Les attitudes à avoir, Frédéric. Là, c'est la population. Alors, je vais prendre mon exemple, et c'est le même pour tous. Hier matin, quand il y a eu ce séisme de 5,3, 5,4, ça s'est mis à bouger. Je dis, ok, vite. Alors, le poteau qui tient l'ensemble de la maison, il est où? Je vais m'appuyer là, le mur, et c'est fini. Ça veut dire quoi? Que, en fait, même si on veut appliquer les règles de sécurité, au moment où on va les appliquer, c'est déjà trop tard. J'ai eu ce sentiment-là, que s'il y avait un gros truc, le temps que je réagisse, c'est trop tard. Les gros trucs durent plus longtemps. D'accord. Enfin, je n'ai pas l'expérience là-dessus, mais bon, un séisme plus important va durer plus longtemps. Donc, je pense que là, il y a le temps de se mettre contre le mur pour éviter tout ce qui peut tomber du plafond, de se mettre sous une table. Est-ce qu'on sait, par exemple, au bout de combien de temps on dit, oh là, ça peut devenir dangereux, il faut que j'applique de suite les consignes. Je me vois mal, Frédéric, à partir de sentir, je suis dans mon lit, je sens la terre trembler, je suis incapable de dire c'est du 4, c'est du 5 ou du 6, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que je fais? Je sors dans la rue en caleçon ou à moitié à poil? Je vais avoir l'air ridicule, et donc du coup, j'y vais pas. J'aurais peut-être tort. C'est ça le problème. Je ne peux pas répondre à cette question, j'ai pas vécu. Moi, j'ai un ami qui a vécu au Pérou un 8, et il m'a dit, je me suis retrouvé dans la rue, j'ai rien compris, et ça a été très très vite. Après, il y a des réflexes. Alors peut-être qu'on peut avoir les mauvais réflexes, hein, donc faut s'en tenir quand même aux consignes de sécurité. Et effectivement, c'est bien d'identifier quand même dans sa maison où est le linteau de porte qui peut vous sauver la vie. Je crois qu'on en est là, en fait, parce que pour discuter avec beaucoup de personnes, et je le vis chez moi, par exemple, avec la répétition des séismes en fonction des pièces où l'on se trouve, aujourd'hui, on finit par repérer les endroits où on pourra se sentir en sécurité. Et si jamais ça devait péter, craquer, trembler, on se mettrait à cet endroit-là si on est dans cette pièce-là. Et qu'il y a beaucoup de gens qui le font aujourd'hui. Et je pense que s'il y a un événement exceptionnel, les gens auront de bons réflexes. Je pense aussi. Parce que c'est du réflexe, et je pense... bon, voilà, j'ai pas vécu. Donc du réflexe de survie, en fait, en quelque sorte. De survie, de protection, et je pense que, voilà, voilà, le tout, c'est d'avoir en tête quand même certains réflexes, et bon, je pense qu'il est nécessaire que les enfants prennent cette habitude de se mettre sous les tables, etc. Même si, effectivement, une magnitude de 5, ça va très très vite, voilà. Même s'ils arrivent sous la table, c'est déjà fini. En cas de séisme plus important, c'est pas grave, il faut le faire. Ils seront dessous. Les centres de séisme, en fait, c'est un essai grandeur nature. Tous les jours, on s'entraîne quelque part à une catastrophe, si jamais il devait y en avoir une un jour. Chacun se fait ses références, et bon, voilà, après... faut souhaiter que cet essai se termine, parce que c'est quand même anxiogène. Moi, j'ai eu des coups de téléphone de gens vraiment paniqués et qui avaient peur, quoi. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a des endroits à Mayotte où on ressent plus les secousses que d'autres? Est-ce qu'on peut dire que la côte de Bandrélé, on ressent plus les secousses que du côté de Msamboro? Localement, il peut y avoir des effets de site, parce que le sol est un peu différent, le sol est gorgé d'eau, donc il y a des phénomènes qui font qu'on ressente plus les secousses. Maintenant, c'est un peu propre à chacun, ça dépend du bâti, ça dépend de notre activité. Moi, j'avoue qu'il y a des sites, je les ai pas ressentis parce que j'étais en train de faire quelque chose, concentré ou en mouvement. Après, voilà, ça dépend aussi du type de construction et de sa position. C'est sûr que la nuit dans son lit, avec une tête de lit contre le mur, on ressent beaucoup plus les vibrations que forcément. Si on est dans la rue ou dans sa voiture. Une question très personnelle. Vous êtes du métier, vous savez ce que c'est qu'un séisme, donc ça vous fait pas peut-être moins peur qu'à d'autres, parce que vous avez la connaissance. À quel moment vous allez vous dire, hop, je sors de chez moi, je vais dans la rue, même si je suis en quel but? À quel moment? Qu'est-ce qui fait que vous, en tant que professionnel, vous allez mettre en application la mesure de sécurité?
Là, je pense que je la mettrai à partir du moment où on va se sentir en danger. Ouais. Et alors ça, c'est propre à chacun. Ouais. C'est propre Il n'y à a pas chacun. une règle qui dit le danger, il commence là, quoi. Il y a Ouais. pas une voilà. Effectivement, moi, tous les séismes qu'on a vécu là, enfin, je parle personnellement. Bon, il y a rien qui est tombé. Il y a pas de vaisselle par terre. Il y a pas de verre. Le bruit aussi, je pense que le bruit va Et oui, parce que un déclencheur j'allais y venir. de sécurité. Est-ce que ça, c'est... Mais là, je peux pas vous dire. Là, on est sur le. Voilà, Est-ce que le bruit est un avertisseur? De dire, attention, ce bruit-là veut dire ça. Bah après, moi, je pensais au bruit secondaire, c'est-à-dire voilà, Ah oui, d'accord. pas le bruit du séisme en lui-même, mais le bruit de dégâts Ouais. potentiels, bon, qu'on a, je pense, pas vécu, sauf Ouais. vraiment très ponctuellement. Ouais. Est-ce que la Terre, c'est ma dernière question, on en a plein, mais il faut qu'on passe à autre chose. Est-ce que la Terre, quand elle tremble, comme dans un séisme, le mot va vous faire sourire, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle fait du bruit? Est-ce que ce séisme, on peut l'entendre de nos propres oreilles quand il y a ce déplacement, léger déplacement? Est-ce que la Terre gronde? La Terre gronde, mais est-ce que c'est la Terre en elle-même qui gronde? Ou est-ce que c'est les vibrations des bâtiments qui sont autour de nous? C'est l'encaissement qui C'est vibre. ça. Ouais, donc quelque part la Terre gronde, mais voilà, faire la distinction entre vraiment ce qui est la Terre qui gronde et le bruit du bâti des infrastructures, C'est difficile à dire, évidemment. Samuel, pour conclure, parce qu'on est en retard. C'est des questions qui m'ont été posées hier par des lecteurs, des auditeurs, des téléspectateurs, des gens qui vivent près des retenues collinaires de Combagny et de Zoumounier. Ils demandent est-ce qu'il y a des contrôles des parois? Parce que si jamais ça cède, s'il y a une fissure, est-ce qu'il y a un risque déjà que ça se casse? Et est-ce que c'est contrôlé? Donc, à ma connaissance, ces ouvrages sont contrôlés sous la responsabilité des gestionnaires, avec toute une mise en place de mesures et de mesures régulières après chaque séisme. Donc il n'y a pas de risque pour le moment enregistré, ça tient bon, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, oui. Merci beaucoup. Oh, on a plein de questions, hein, mais tiens, quel est le dispositif d'alerte à Mayotte en cas de grosse catastrophe en dehors de la radio et la télévision? Le bruit? Bah voilà, et puis après, je pense que les autorités justement réfléchissent à tous ces problèmes de communication, alors, communication en interne, parce qu'après il va falloir gérer les secours, etc. Donc forcément. faire un inventaire des téléphones satellites, etc., des possibilités de remettre en fonctionnement aussi les réseaux portables. Sur l'ordi IRMA là, aux Antilles, ça a été assez vite. La réparation des réseaux, ça a été assez vite. Donc, juste oui ou non? Juste oui, après on rend l'antenne. Juste oui ou non? Est-ce que aujourd'hui, vous êtes un homme inquiet? Moi, non. Vous, non. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Oui, on va être en fait, retard. si je reprends ce que vous dites, si jamais ça devait se produire, un événement grave, on le saura instinctivement par tout ce qui va se passer. Le tremblement, le bruit, ce sera naturel, quasiment, ce sera instinctif. Probablement. Je vous dis que les gens, bon, tout le monde s'est fait un peu une référence en termes de vibrations, de séisme. Il y a eu ce 5-8, donc voilà. Je pense que les gens verront très rapidement que l'événement est important. Merci beaucoup Frédéric Tronel pour tout ce que vous nous avez dit ce matin. On y voit évidemment un peu plus clair, même si on le sait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, sauf en termes de sécurité. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.